Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire de Qualitéval. Donc aujourd'hui, le sujet va tourner autour de l'évaluation avec un thème maîtriser l'art de l'auto-évaluation. Donc première chose, quelques réglages avant de commencer, le temps que les retardataires nous rejoignent. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Donc quelques conseils, voilà, si vous avez des petits soucis de connexion. Pour information, le support du webinaire sera fourni aux participants. Donc on envoie le support par mail suite au webinaire, donc ne vous inquiétez pas. Et je suis aujourd'hui donc accompagné de Charlotte Bouget. Charlotte, je vais te laisser te présenter et puis je reviendrai vers moi juste après. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Charlotte Bouget, formatrice pour Qualitéval Formation. Également, responsable qualité, formatrice donc en management de la qualité et de la gestion des risques. Et certifiée AFNOR dans justement l'art de l'auto-évaluation, d'où ce webinaire aujourd'hui pour vous aider justement à comprendre un petit peu comment réaliser votre auto-évaluation. Voilà. Donc moi je suis Antoine Maître. Alors certains me connaissent déjà, tous ceux qui ont le logiciel. Donc je suis responsable du développement du logiciel Qualitéval chez Qualitéval Entreprise et c'est moi qui anime les webinaires tous les mois autour du logiciel notamment. Donc quelques petites informations sur le déroulé du webinaire. Donc, on est parti pour 1 heure de webinaire. On va finir vers 15 heures normalement. On laissera bien évidemment un temps de questions-réponses à la fin de la présentation, à peu près 10-15 minutes. On va voir comment on avance dans ce webinaire. Pour pouvoir interagir avec nous, donc comme vous avez déjà commencé à le faire, vous avez en bas à droite de votre écran l'onglet chat qui vous permet d'échanger, de vous présenter, de nous indiquer si vous avez un bon son, une bonne image. Ça nous permet de confirmer les choses, même si on fait des vérifications de notre côté. Voilà, donc n'hésitez pas à me confirmer que l'image et le son est OK pour vous. Vous avez juste à côté un onglet questions. Dans cet onglet questions, vous allez pouvoir poser tout au long de la présentation vos questions et bien évidemment, on y reviendra à la fin pour y répondre. Vous pouvez également voter pour des questions qui ont déjà été posées et qui vous intéressent pour les faire monter dans le classement. Après, s'il y a des questions qui sont vraiment à propos en fonction du contexte, on fera une petite pause dans le déroulé, mais voilà, on va quand même se réserver plutôt le temps de questions-réponses sur la fin du webinaire. On va vous proposer, pour commencer, un premier sondage. Donc, premier sondage que je vais vous afficher. Voilà, donc je vous invite à y répondre. La première question, avez-vous déjà réalisé votre auto-évaluation? Oui, est-ce en cours ou programmée à court terme ou non? Est-ce que vous n'avez pas encore fait votre auto-évaluation? Alors, on parle bien évidemment ici de l'auto-évaluation sur les nouvelles modalités HAS avec le référentiel de 2022. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour voilà, nous répondre. Et puis, on va analyser les résultats donc, qui sont en cours. Je pense qu'on a presque tout le monde qui a répondu. Alors, pour l'instant, on est sur du 40% oui, 40% non et 20% en cours. Voilà. OK. Alors, très bien. Par rapport à ces résultats, pour ceux qui ont déjà réalisé leur auto-évaluation, ça va être intéressant vous aussi de pouvoir vous exprimer, voilà, peut-être dans le chat par rapport au fil des diapos, comment vous avez fait votre auto-évaluation. Pour ceux qui ne l'ont pas réalisé, ça va vous permettre d'avoir finalement un petit peu tous les outils, toutes les méthodes que vous pourriez utiliser. C'est vraiment l'objectif de ce webinaire. Et pour ceux qui sont en cours programmés, c'est voilà, aussi de voir un petit peu
comment vous aviez réfléchi les choses, parce que c'est vrai que de ce référentiel qui fait quand même à 218 pages, c'est pas toujours évident dans une première lecture de comprendre comment on va finalement aborder toutes ces pages-là et tous ces sujets-là. Donc vraiment, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de le détailler ensemble pour vraiment, après que vous choisissiez votre propre méthodologie. Alors, pour ça, pour commencer finalement quand même avant de voir la méthodologie de l'évaluation, c'est important quand même de faire un petit rappel sur le référentiel HAS. Alors, c'est pas l'objectif du webinaire, mais c'est quand même bien qu'on se remémore tous ensemble pour avoir la même vision des choses sur les points les plus importants par rapport à ce référentiel. Donc, la première chose, c'est sur cette structuration du référentiel, on a 157 critères d'évaluation en tout. Le référentiel, comme vous le savez déjà sûrement, il est commun donc pour tous les ESSMS, donc établissements, services sociaux et médico-sociaux. Et donc par rapport à ces 157 critères d'évaluation, vous n'allez pas forcément avoir, vous, 157 critères à évaluer. Ça va dépendre finalement du type d'établissement. Donc si vous êtes un service ou si vous êtes un établissement, ça va dépendre aussi si vous êtes du social ou du médico-social. Et enfin, ça va dépendre également du public que vous accueillez. Par rapport à ces choix, finalement, dans quel type de structure vous êtes, ça paraît parfois assez intuitif, mais c'est aussi toujours important de se référer à ce que la HAS a identifié. Donc ça, vous l'avez directement sur le référentiel, dans le manuel, sur les dernières pages. De tête, je crois que c'est sur les pages 175, 176, vous allez pouvoir retrouver tous les types de structures et être sûr, effectivement, d'être sur le bon référentiel. Pour ceux qui ont Qualitéval, automatiquement, quand vous vous connectez à votre plateforme, vous avez finalement les critères qui vous appartiennent, vous avez que ceux-là qui sont visibles. Pardon. Une fois donc qu'on a ces 157 critères, on a 2 points importants, les 139 qui sont des critères standards. Les critères standards, ce sont des critères où on attend de vous finalement que vous travaillez sur le sujet et que vous soyez, on va dire, de manière un peu grossière, que vous soyez bon sur le sujet sans forcément être excellent. Si vous êtes excellent, c'est encore mieux, mais ça veut dire que c'est des sujets sur lesquels il faut travailler. Par contre, on a 18 critères impératifs, et rien que dans leurs termes, ils sont impératifs. Ceux-là, effectivement, il ne suffit pas d'être sur cette moyenne bonne, il faut être excellent, il faut être sur les notes maximales, et sur ces 18 critères impératifs, ça va finalement comporter plusieurs thématiques, notamment sur les droits des personnes. Donc, on va parler effectivement des droits fondamentaux des personnes, avec finalement pas grande nouveauté parce que ça va reprendre, si on se réfère à la charte des droits et libertés de 2002, on se réfère finalement à ça. Ça va être aussi une thématique sur l'accompagnement à la santé et le circuit du médicament. Donc pour finalement les structures qui sont dans le médico-social, vous avez un critère impératif là-dessus. Et enfin, sur toute la partie gestion des risques, sur les événements indésirables, les plaintes et réclamations, et le plan de gestion de crise et de continuité de l'activité. Ça comprend effectivement ces 18 critères. Sur ces 157 critères, on a finalement 9 thématiques qui sont abordées. Donc, sur ces 9 thématiques abordées, que vous voyez, effectivement, on a donc la bientraitance et l'éthique, les droits de la personne, l'expression et la participation de la personne, la co-construction et la personnalisation du projet d'accompagnement, l'accompagnement à l'autonomie et l'accompagnement à la santé, la continuité et la fluidité des parcours, la partie politique RH et enfin démarche qualité et gestion des risques. Vous voyez au milieu, dans les carrés, par exemple sur la bientraitance et l'éthique, que vous avez les personnes accompagnées, les professionnels et la gouvernance qui vont être interrogés. Et vous voyez, par exemple, que sur la partie démarche qualité et gestion des risques, vous n'avez pas les personnes accompagnées qui sont représentées.
C'est-à-dire que ces 9 thématiques vont être abordées dans le référentiel, mais vont pouvoir être abordées avec différents types de profils. Pourquoi ? Parce que ça va permettre finalement de croiser les regards, qui est vraiment l'objectif premier de ce référentiel, de croiser vraiment les réponses que vous allez apporter avec donc différentes personnes, mais aussi avec des éléments de preuve, donc de l'analyse documentaire et des observations. Pour simplifier, finalement, vraiment en vulgarisant, par exemple sur la thématique bientraitance et éthique, par rapport à la personne accompagnée, on va lui demander si elle se sent bien traitée au sein de votre structure. Auprès des professionnels, on va demander finalement concrètement comment vous faites pour être bien traitant. Et auprès de la gouvernance, on va demander finalement quelle est votre stratégie de bien-traitance. C'est-à-dire que par rapport à ces thématiques-là, on va avoir, même si on est sur un même sujet, on va avoir des questions différentes en fonction des personnes que l'on va rencontrer. Et du coup, d'où ce croisement des regards pour avoir effectivement une concordance maximale entre ce que la gouvernance a réfléchi, a mis en place pour que les professionnels puissent le mettre en œuvre et enfin pour que les personnes accompagnées, elles, ressentent cette bientraitance. Par rapport à ça, on va avoir du coup 3 méthodes d'évaluation. Concrètement, on a donc des termes qui sont donc l'accompagné traceur, le traceur ciblé et l'audit système. 3 méthodes égale 3 chapitres. Donc l'accompagné traceur, ça correspond au chapitre 1, le traceur ciblé au chapitre 2 et l'audit système au chapitre 3. Par rapport à ce chapitre 1 sur l'accompagné traceur, on va se centrer sur les personnes accompagnées. Là-dessus, c'est que ce chapitre va vraiment se concentrer sur la qualité de prise en charge de l'accompagnement des personnes. On va porter finalement une attention plus particulière du coup sur les 7 thématiques qui doivent être abordées, mais notamment sur le respect des droits et libertés, la personnalisation de l'accompagnement, avec aussi l'implication de la personne dans leur projet d'accompagnement, ou quel que soit le terme, projet d'accompagnement, projet personnalisé. On a tous des termes un petit peu différents dans nos structures, mais ça rejoint toujours la même chose. Comment derrière, effectivement, ce projet d'accompagnement est co-construit avec les personnes. Et on va avoir aussi toute une grande partie sur la participation des usagers à la vie de l'établissement et à l'accompagnement à la santé. Ensuite, on a un chapitre 2 qui va être centré donc plutôt sur le traceur ciblé, sur les professionnels, sur les pratiques professionnelles. Donc, ce volet, finalement, va plutôt s'intéresser aux conditions de travail, à l'engagement des professionnels qui interviennent auprès de l'accompagnement des personnes. Là, vraiment, l'objectif, c'est de comprendre concrètement comment les professionnels font au quotidien leur métier. Là-dessus, on va prendre en compte finalement plusieurs sujets, la compétence, la formation continue des équipes, la coopération et la coordination entre les professionnels. C'est pour ça que ces rencontres aussi sont toujours faites en collectif, pour voir aussi cette cohésion d'équipe et voir effectivement comment le partage d'informations se passe au sein d'une même équipe. Et aussi toute la partie, le respect finalement des pratiques éthiques et déontologiques des professionnels. Et enfin, sur le chapitre 3, l'audit système, on va plutôt là se centrer sur la gouvernance. On va plutôt se centrer sur la qualité finalement des politiques, des stratégies, des procédures mises en œuvre au sein de la structure. On va aussi parler à ce moment-là des projets d'établissement et de sa cohérence finalement entre les besoins des usagers et les missions de la structure. On va parler des moyens aussi matériels, humains qui sont alloués finalement pour garantir cette qualité de l'accompagnement. Et enfin, une grande partie sur la dynamique finalement d'amélioration continue de la structure.
Voilà concrètement pour ces 3 chapitres et du coup ces 3 méthodologies. On ne va pas forcément rentrer trop dans le détail maintenant sur ces sujets-là, mais c'est vraiment effectivement l'idée de rebalayer un petit peu ces 3 méthodes pour avoir tout ça en tête. Maintenant qu'on a tout ça en tête, on va essayer de voir quelle méthode on va pouvoir employer pour réaliser votre auto-évaluation. Donc déjà, pour rappel, l'auto-évaluation n'est plus obligatoire, comme l'était avant l'évaluation interne. Maintenant, elle est fortement recommandée. Fortement recommandée, pourquoi ? Déjà pour favoriser l'amélioration continue. Parce que ça va permettre finalement aux équipes de prendre du recul sur leurs pratiques, d'identifier les axes forts de leur structure et de tout l'accompagnement qu'ils proposent, et de travailler sur les axes d'amélioration avec l'élaboration après d'un plan d'action. Et ça permet finalement aussi de s'engager dans une démarche d'amélioration continue de la qualité. Parce que la qualité, vous le savez déjà tous sûrement, c'est vraiment une démarche d'amélioration continue. C'est-à-dire effectivement qu'on ne fait pas de la démarche qualité pour l'évaluation, on fait de la démarche qualité parce qu'on y trouve du sens finalement à cette qualité de l'accompagnement. Et donc c'est aussi finalement dans cette démarche d'auto-évaluation qu'on va pouvoir valoriser tout cela. La démarche d'auto-évaluation permet aussi de se préparer à l'évaluation. Car derrière, effectivement, ce référentiel, même si maintenant on commence un peu tous à le connaître, en avoir entendu parler plus ou moins intensément, mais ça va permettre aussi finalement aux professionnels, un petit peu à tout un chacun qui travaille en structure, de se familiariser avec les méthodes d'évaluation et avec les critères d'évaluation pour ne pas être surpris le jour de l'évaluation par rapport aux questions qui vont vous être posées et aux thématiques, effectivement, aux grands sujets qui vont être abordés avec les évaluateurs. Et enfin, cette auto-évaluation permet, entre autres, mais il n'y a pas que celle-ci qui va permettre, mais de développer une culture qualité. Parce qu'effectivement, cette auto-évaluation va viser à promouvoir finalement cette culture d'amélioration continue en favorisant l'engagement des équipes dans cette démarche qualité. Alors, au niveau de la méthodologie, finalement, de l'auto-évaluation, on n'a aucune méthode qui est imposée. Pourquoi ? Parce que du coup, l'auto-évaluation n'est pas obligatoire. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas vous imposer une méthodologie. Donc là-dessus, si vous prenez le référentiel de la HAS, finalement, dans les pages d'annexe, vous allez avoir la méthodologie qui va être employée par les évaluateurs lors de l'évaluation. Mais finalement, à aucun moment, on vous explique comment réaliser votre auto-évaluation. Donc, on va vous proposer, finalement, dans les diapos qui suivent, plusieurs méthodologies. Et ça va être à vous d'identifier votre méthodologie qui vous paraît finalement la plus adéquate par rapport à votre structure, par rapport à vos contraintes, par rapport à la date de votre évaluation prochaine ou plus future. Donc, tout ça, effectivement, ça va être à vous un petit peu de vous approprier ces méthodologies. Donc, on va commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet maintenant. Alors, déjà, comment on va réaliser donc cette auto-évaluation? Déjà, au départ, on a 2 choix qui s'offrent à nous. Est-ce qu'on prend le référentiel par chapitre? On a vu chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Ou par thématique. On a vu en tout qu'il y avait 9 thématiques qui allaient pouvoir se regrouper dans plusieurs chapitres. Alors, si on le fait par chapitre, c'est une vraie répétition avant l'évaluation. Pourquoi ? Parce que les évaluateurs, c'est comme ça qu'ils vont fonctionner. Par contre, là-dessus, comme on a dit qu'on avait des thématiques qu'on allait retrouver dans plusieurs chapitres, on va pouvoir avoir des sujets un peu redondants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez dans le chapitre, par exemple, apparemment un petit problème de connexion pour Charlotte. Alors j'espère qu'elle va pouvoir se reconnecter rapidement. Je suis désolé pour cette interruption. Donc ce qu'elle était en train de nous dire, c'est effectivement que
si on fait une évaluation par chapitre, on va retrouver dans les différents chapitres les mêmes thématiques, c'est-à-dire qu'on va aborder une thématique donnée, la bientraitance par exemple, à la fois du côté de la personne dans le chapitre 1, puis du côté des professionnels dans le chapitre 2, et on va retrouver enfin le côté de l'ESSMS dans le chapitre 3, et donc on va passer 3 fois sur la même thématique. Voilà. Alors que par thématique, effectivement, on aura une vision différente. Voilà, une vision différente. J'espère que vous n'avez pas perdu le flux, parce que j'ai quelques messages d'erreur. Donc, on aura une vision qui sera plus axée. Voilà, Charlotte est en train de revenir. J'ai essayé de... voilà. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. J'ai essayé de poursuivre ton discours. Donc, par chapitre, j'indiquais juste, en attendant que tu reviennes, effectivement, qu'on risquait d'avoir plusieurs fois la même thématique qui revienne et donc être obligé de passer sur la même thématique avec différents angles d'attaque, la personne, les professionnels et les ESSMS. Je vais te laisser reprendre le fil de ton discours. Merci Antoine. Effectivement, donc voilà, par chapitre. Après, on a par thématique. Par thématique, finalement, ça va vous permettre d'avoir une vision plus collective d'un process, finalement, du coup, de A à Z. Parce que comme on a vu avec l'exemple sur la bientraitance, si on voit la bientraitance dans la partie gouvernance, puis avec les professionnels et puis avec les personnes accompagnées, on a une vision très générale du process à un instant T. Par contre, si on fonctionne par thématique, on se rend compte avec l'expérience que ça va être quand même plus long pour les groupes de travail, pour les personnes qui vont participer à cette auto-évaluation, que si on fonctionne par chapitre. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on va avoir vraiment une vision beaucoup plus large de tout ça et ça va favoriser un peu plus quand même les échanges un peu plus en profondeur. Je vous donne un exemple. Les durées sont vraiment données à durée indicative. Mais voilà, ça vous donne un peu une tendance. Si on fonctionne par chapitre, au niveau de la HAS nous dit que pour chaque personne accompagnée qui va être rencontrée, il faut compter 45 minutes de temps avec la personne. Une fois qu'on a passé ces 45 minutes de temps, il va falloir aussi passer entre 1h30 et 2 heures avec les professionnels de l'accompagnement pour échanger sur l'accompagnement spécifique de cette personne qui a été rencontrée. En évaluation, ça dure entre 1h30 et 2 heures. Moi, en exemple, je vous mets 2 heures parce que c'est aussi un moment, quand on va faire l'auto-évaluation, de travailler sur les éléments de preuve. Là-dessus, pour ceux qui ont déjà peut-être réalisé des évaluations, vous vous êtes rendu compte que les évaluateurs n'avaient que ce mot à la bouche. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, en démarche qualité, on veut avoir l'élément de preuve qui prouve que ce que vous dites, vous le faites. Donc là-dessus, effectivement, les éléments de preuve sur la personne accompagnée, ça va essentiellement être son dossier de l'usager. Donc derrière, effectivement, lors de ce temps-là avec les professionnels, ça va être un moment aussi où vous allez pouvoir trouver les éléments de preuve. Est-ce qu'ils sont bien à disposition ? Est-ce que ce que vous faites, vous le tracez ? Et ça, si vous faites effectivement plusieurs rencontres avec des personnes, vous avez démultiplié ce temps. Donc, on voit qu'on est déjà sur presque 3 heures avec une seule personne. Si vous en rencontrez, ça fait 6, etc., etc. Sur le chapitre 2, du coup, on va aborder toutes les thématiques du chapitre 2. Alors là, ça va dépendre aussi de votre organisation. Ça va dépendre du nombre de professionnels que vous avez. Il faut compter entre 4 à 6 heures de temps avec les professionnels et il faut compter environ 1 heure de temps avec la gouvernance. Sur le chapitre 3, on va aborder aussi du coup toutes les thématiques en lien avec le chapitre 3. Là, il faut compter bien 3 à 4 heures avec la gouvernance et 1 à 2 heures avec les professionnels. Donc, vous voyez déjà un petit peu le temps que va vous prendre cette auto-évaluation. Ça fera partie aussi des diapos juste après. Si on fonctionne par thématique, si on prend la thématique, par exemple, bientraitance et éthique, on a dit qu'on l'a retrouvée dans les 3 chapitres. Finalement, dans les 3 chapitres, on va retrouver plusieurs questions. Donc, il va falloir prendre les questions sur le chapitre 1, les questions sur le chapitre 2 et les questions sur le chapitre 3
Concrètement, on peut compter 10 minutes uniquement avec la personne accompagnée sur cette thématique-là, 1 heure, on va dire, avec les professionnels et 1 heure avec la gouvernance. Si on est sur les droits de la personne, on va les retrouver aussi dans les 3 chapitres. Ah, là, j'ai oublié de marquer le nombre de minutes. Sur les droits de la personne, avec la personne accompagnée, il faut compter au moins 15-20 minutes. Il va falloir compter entre 1 heure et 2 heures avec les professionnels et environ aussi 1 heure avec la gouvernance. Voilà un petit peu le découpage. Et par exemple, si on prend la démarche qualité qu'on retrouve uniquement dans le chapitre 3, on se dit, elle se retrouve uniquement dans un chapitre, donc ça va peut-être aller plus vite. Mais non, parce que du coup, cette démarche qualité, vous allez avoir beaucoup de critères qui vont être abordés. Donc, il va falloir compter environ 2 heures avec la gouvernance et entre 1 et 2 heures avec les professionnels. Voilà un petit peu un exemple de découpage qui est possible, mais vraiment à personnaliser en fonction de votre activité. Qui participe aussi à cette auto-évaluation? Alors, si on fait venir tous les professionnels à l'auto-évaluation, ça permet d'avoir quand même une vision collective et des échanges riches sur la structure. Ça va aussi favoriser ce décloisonnement finalement entre les équipes qu'il peut parfois y avoir dans certaines structures. Point négatif, c'est que derrière, il va y avoir une contrainte organisationnelle pour faire intervenir tous les professionnels en même temps sur un même sujet. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous n'avez plus personne qui s'occupe des usagers lors de ce temps-là. Donc, c'est très intéressant parce qu'on a une belle vision collective. Par contre, derrière, finalement, en pratique, c'est quand même rarement mis en œuvre. Comment on fonctionne? On va fonctionner plutôt par groupe de travail. Là-dessus, les groupes de travail, ça va nous permettre d'avoir une expertise beaucoup plus ciblée. Ça va être quand même plus efficace et plus rapide aussi qu'avec les professionnels. Parce que derrière, vous allez pouvoir aborder certains sujets avec tel groupe de travail et d'autres sujets avec d'autres groupes de travail. Un point négatif, mais qui est surtout une attention, c'est de vraiment s'assurer de la représentativité des personnes qui font partie du groupe de travail. Et notamment quand vous faites partie des structures qui ont plusieurs secteurs, plusieurs services. Alors là, je ne sais pas trop dans quelle structure vous travaillez, mais par exemple, si on est en EHPAD, il faut penser effectivement qu'il puisse y avoir des professionnels du secteur ouvert, du secteur fermé, du PASA, etc. Voilà, l'objectif, il est là, c'est aussi que dans ces groupes de travail, on puisse avoir une vision collégiale sur l'organisation de la structure et pas uniquement l'organisation d'un service. Ensuite, vous allez pouvoir aussi faire cette auto-évaluation par le copil qualité pour les structures qui auraient mis en place un copil qualité. L'avantage, c'est que c'est plus facilement mobilisable, le copil qualité, parce que vous allez avoir moins de professionnels. Par contre, vous allez manquer un peu de transversalité. C'est-à-dire que même si, effectivement, dans votre copil qualité, vous avez peut-être un copil qualité qui est riche et transversal, vous allez finalement quand même avoir à chaque fois les mêmes personnes qui vont, que vous allez questionner autour de cette auto-évaluation. Au niveau de la direction, si c'est uniquement la direction qui réalise l'auto-évaluation, alors là, on est encore plus facilement mobilisable. Parce que du coup, il y a une contrainte de planning pour la direction, mais finalement, il n'y a pas cet ensemble de contraintes de planning. Par contre, on n'a pas du tout de représentativité de la réalité terrain. Et de ça, effectivement, derrière, c'est se questionner quelle est la réelle utilité de l'auto-évaluation par rapport au premier objectif qu'on a vu, qui est finalement aussi de favoriser cette démarche d'amélioration continue collective. Donc, en exemple, si on le fait par groupe de travail, alors, ça veut dire déjà, je vous donne un petit peu mon point de vue par rapport aux 4 options qu'on vous a proposées tout à l'heure. Par groupe de travail, là, je vous l'ai pris par exemple par thématique, c'est de se dire que sur la thématique de la bientraitance et de l'éthique, on va pouvoir choisir tel type de professionnel. Quand on est sur de la bientraitance et de l'éthique, concrètement, on est sur des thématiques qui concernent tous les professionnels.
Donc, concrètement, effectivement, là-dessus, ça va plutôt être l'ensemble un petit peu des professionnels qu'il y a au sein de la structure. Sur les droits de la personne, on va être sur quelque chose qui va être globalement un peu identique, parce que comment on respecte, comment on favorise les droits de la personne. Par contre, voilà, au niveau de la continuité et de la fluidité des parcours, là, vous allez pouvoir vous rendre compte que tout le monde ne participe pas à cette continuité et cette fluidité des parcours. Donc, il va falloir effectivement à ce moment-là pouvoir choisir des personnes vraiment qui œuvrent dans cette continuité, dans cette fluidité des parcours. Concrètement, par exemple, une ASH, normalement, mais après peut-être dans vos structures si, mais normalement ne participe pas à cette partie-là de l'organisation, donc c'est-à-dire effectivement qu'elle n'a pas d'intérêt à venir à cette rencontre-là. Par contre, par exemple, sur la partie démarche qualité et gestion des risques, tout le monde est concerné, etc., etc. Là, pareil, ce ne sont aussi que des exemples, vraiment pour vous montrer un petit peu le panel de personnes qui peuvent être choisies pour avoir une représentativité vraiment dans les échanges et avoir des échanges du coup beaucoup plus riches. En fonction de la durée. Alors ça, c'est une question qui revient régulièrement. Combien de temps dure une auto-évaluation? En combien de temps on doit faire une auto-évaluation? Est-ce qu'on l'a fait en quelques jours ou est-ce qu'on l'a fait sur plusieurs mois et en prenant, là j'ai pris un extrême d'une année complète? Alors si on l'a fait en quelques jours, ça va permettre d'avoir une mobilisation intense quand même au sein des équipes. Une émulation va quand même se créer pendant ces quelques jours. Et l'avantage aussi, et un avantage très certain, c'est que vous allez avoir plus de temps pour réaliser votre plan d'action. C'est-à-dire que suite à l'auto-évaluation, vous avez fait un constat, parce que je dis toujours, on fait une photographie à un instant T de votre organisation, c'est de se dire qu'après, finalement, vous allez avoir le temps de mettre en place les actions correctives pour que ces axes de progrès deviennent petit à petit des axes forts. Qui dit par contre mobilisation intense, dit aussi organisation intense. C'est-à-dire que si vous faites votre auto-évaluation sur quelques jours, vous allez devoir organiser les plannings essentiellement pour effectivement pouvoir réaliser cette auto-évaluation à ce moment-là. Donc c'est quelque chose qui s'anticipe, qui est tout à fait possible, mais qui s'anticipe un peu plus. Attention aussi, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter effectivement à ce stade de l'auto-évaluation. C'est ce que je vous disais, vous avez plus de temps pour la réaliser, cette auto-évaluation. Et parfois, qui dit plus de temps, dit justement, oh, on a le temps. Non, finalement, si on décide de faire l'auto-évaluation aujourd'hui, c'est parce que derrière, justement, on veut mettre en place le plan d'action de manière coordonnée et cohérente et ne pas se lancer dans tout un tas d'actions juste quelques semaines avant l'évaluation. Il y a peu d'intérêt et il y a un stress qui va monter pour tout le monde. Si on le fait donc sur plusieurs mois, voire même jusqu'à une année, ça va vous permettre d'avoir une appropriation quand même plus fine de votre process. C'est-à-dire que sur les points que vous allez aborder, vous allez effectivement pouvoir avoir plus de temps d'y réfléchir et d'aller peut-être un peu plus en profondeur et concrètement d'intégrer presque en direct ces nouvelles réflexions aux pratiques pour pouvoir essayer revenir dessus. Par contre, ça va vous laisser beaucoup moins de temps dans la réalisation du plan d'action par la suite. Et parfois, effectivement, de réaliser cette démarche sur du long terme, on peut avoir un risque de perte de motivation par les équipes terrain. Donc là-dessus, c'est aussi d'être vigilant là-dessus pour que vous puissiez quand même garder cette motivation au fil des mois et au fil de l'année. Donc là, je vous présente aussi des exemples. C'est pareil, ce ne sont que des exemples. Si on le fait sur quelques jours, et si on le fait du coup, par exemple, par chapitre ou par thématique, donc sur la partie de gauche, vous allez pouvoir faire, par exemple, le chapitre 1 sur le jour 1 et le jour 2. Vous allez faire le chapitre 2 sur le jour 2 et le jour 3, le chapitre 3 sur le jour 3 et le jour 4, et le CVS aussi, par exemple, sur le jour 1. Si vous le faites par thématique, concrètement, vous pouvez vous dire, voilà, je réalise la thématique 1 sur la première journée, la thématique 2 sur la journée 2, la thématique 3 sur la journée 3, etc. Même si vous allez pouvoir aussi
regrouper des thématiques. Comme on a vu qu'il y avait 9 thématiques, si on fait une thématique par jour, ça fait 9 jours. Donc après, si vous voulez réduire aussi, vous allez pouvoir faire par exemple 2 thématiques, voire 3 parfois par journée. Si vous le faites sur une année, vous allez effectivement avoir du coup la même organisation, mais beaucoup plus espacée dans le temps. C'est-à-dire que le chapitre 1, plutôt que de le faire sur 2 jours, vous allez le faire sur 2 mois. Voilà. Si vous le faites par thématique, pareil, c'est-à-dire que la thématique bientraitance et éthique, vous la réalisez au mois de janvier. Comme vous avez 9 thématiques, on est déjà effectivement à 9 mois d'organisation, c'est-à-dire que vous faites un mois, un sujet, donc une thématique, pour qu'au bout de 9 mois, voilà, tout le référentiel puisse être abordé. Qui doit réaliser cette auto-évaluation? C'est aussi une question qui est assez complexe parce que on peut le faire en interne et on peut le faire par quelqu'un d'extérieur. Si vous le faites en interne, vous allez quand même avoir une connaissance plus approfondie de la structure. Parce que derrière, évidemment, même si les évaluateurs ou un auto-évaluateur qu'on pourrait appeler, finalement, va connaître votre type de structure, il ne connaîtra pas vos spécificités. Donc vous, effectivement, vous allez pouvoir avoir tout ça en réflexion pour pouvoir aller un peu plus loin dans les échanges. Et en interne, ça va favoriser aussi l'appropriation de la démarche, notamment par les personnes qui vont aussi amener finalement cette auto-évaluation. En point de vigilance, c'est que il peut y avoir un manque d'objectivité. C'est de se dire que si on prend un exemple, vous êtes adjoint de direction, vous êtes cadre de santé et vous interrogez les professionnels, il va falloir que vous restiez neutre par rapport à ce que les professionnels vont vous dire pour ne pas les orienter dans les questions et dans les réponses. Il peut y avoir aussi un manque d'expertise spécifique parce que derrière ce référentiel, on a vu qu'il y avait 157 critères. C'est que derrière, la personne qui va interroger finalement les professionnels, la personne accompagnée ou même la gouvernance, va devoir quand même avoir un temps d'appropriation de ce référentiel pour que de ces critères-là, la personne qui va faire l'auto-évaluation puisse comprendre derrière quels sont les attendus de la HAS par chacun de ces critères. Et après, derrière, ça va faire du coup une charge de travail supplémentaire pour les équipes qui vont réaliser l'auto-évaluation. Parce que comme je disais, il y a quand même aussi toute une étape de background qui est important et une étape aussi après d'élaboration du plan d'action. Si, à l'inverse, vous passez par quelqu'un d'extérieur, ça va vous permettre d'avoir effectivement un regard neuf et objectif sur votre fonctionnement. C'est une personne aussi qui va pouvoir relever plus facilement les axes forts de votre structure, parce que souvent les axes forts, c'est aussi un point qui est important et que vous oubliez un petit peu. Donc voilà, cette personne d'extérieur va pouvoir aussi le faire. Il y a, je suis peut-être allée un petit peu rude, il y a peu de perturbations des activités en interne. Alors oui, il y a quand même une mobilisation des équipes, pour qu'ils soient présents au groupe de travail, mais effectivement, il y a quand même un peu moins de perturbations que si c'était en plus une personne en interne qui réalisait l'auto-évaluation. En point négatif, effectivement, ça va avoir un coût plus élevé, parce qu'il va falloir recruter, payer quelqu'un pour effectivement qui vous accompagne dans cette démarche d'auto-évaluation. En point de vigilance aussi, c'est que cette personne, comme je le disais, va pas avoir au départ vraiment les spécificités de votre structure. Et potentiellement, on peut avoir aussi des risques de résistance des équipes en interne de pouvoir concrètement dire ce qu'elles font et ce qu'elles ne font pas. C'est à partir du moment où c'est quelqu'un d'extérieur. Là-dessus, il y a tout un travail aussi par la personne qui doit venir de mettre en confiance les équipes pour vraiment expliquer que l'idée, c'est vraiment d'expliquer ce que vous faites au quotidien, ce que vous faites de bien, ce que vous faites peut-être un peu moins bien, pour que derrière, ça puisse vraiment œuvrer pour le plan d'action. Avec quoi vous allez pouvoir faire cette auto-évaluation? Alors, là-dessus, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous avez déjà, pour ceux qui ont un logiciel qualité, pour ceux qui ont Qualitéval, pouvoir réaliser votre auto-évaluation sur le logiciel. Pour ceux qui ne l'ont pas,
vous avez la plateforme Sinae sur laquelle les évaluateurs vont faire, eux, leur évaluation, que vous allez pouvoir, vous aussi, utiliser pour l'auto-évaluation. Et enfin, la HAS vous met aussi un support Excel si jamais vous aviez besoin. Donc, si on utilise le logiciel qualité, quels sont les avantages? Là, il y en a tout un tas parce que votre logiciel qualité, c'est un logiciel qualité justement et pas justement un logiciel d'évaluation. C'est-à-dire que quand vous allez réaliser votre auto-évaluation sur le logiciel, il va y avoir automatiquement une interface qui va se mettre avec le plan d'action, avec la gestion documentaire. Vous allez aussi avoir un accompagnement beaucoup plus simplifié dans les éléments de preuve et dans les observations qui vont pouvoir prouver justement ce que vous faites, comme on disait tout à l'heure. Et vous avez tout un système de notation et de graphique qui se fait de manière instantanée. Donc effectivement, quand vous avez un logiciel qualité, on vous conseille très fortement de le réaliser dessus. Parce que comme il n'y a pas d'obligation de réaliser d'auto-évaluation, on n'a pas non plus d'obligation d'utiliser tel ou tel outil. Et au contraire, effectivement, pour ceux qui l'ont, c'est vraiment un vrai plus de l'utiliser sur le logiciel parce que ça simplifie vraiment après l'organisation de la démarche qualité. Pour ceux qui n'auraient pas donc de logiciel qualité, vous allez pouvoir le faire directement sur Sinae comme les évaluateurs. Là-dessus, vous allez pouvoir aussi retrouver les notations, les graphiques, un accompagnement peut-être un peu moins poussé que dans les logiciels qualité, mais quand même un accompagnement sur les éléments de preuve et les observations. Le point négatif, effectivement, de Sinae, c'est que vous n'allez pas avoir d'interface avec les autres outils, finalement, de pilotage de la qualité et notamment, essentiellement, le plan d'action. Et enfin, Excel, on l'utilise, pourquoi? Surtout pour les personnes qui vont être réticentes à Internet. Parce que concrètement, si vous avez soit un logiciel qualité, soit sinon vous le faites sur Sinae, je vous conseille vraiment d'utiliser un des deux, prioritairement le logiciel, mais potentiellement Sinae aussi. Parce que Excel, alors oui, au départ, on se dit qu'on va être plus à l'aise sur Excel, mais derrière, vous n'allez pas du tout avoir de lien avec le plan d'action, vous n'allez pas avoir d'aide dans les éléments de preuve, aucune interface avec le plan d'action et vous n'allez même pas avoir finalement de graphiques, de cotations un petit peu générales qui vont en ressortir. Donc effectivement, le seul point positif, c'est que pour les personnes qui n'aiment pas forcément les logiciels et Internet. Enfin, un dernier point, c'est comment on réalise cette auto-évaluation par rapport à ces critères. On a deux questionnements qui sont très importants finalement en démarche d'auto-évaluation ou d'évaluation, c'est comment vous faites et pourquoi vous faites comme ça. Donc en exemple, comment vous favorisez la liberté d'aller et venir au sein de la structure et à l'extérieur de la structure. Vous voyez, on pose au moins avec une question comment, des questions ouvertes, au moins on n'oriente pas les réponses des professionnels, ce qui permet aussi d'avoir une vision plus large. Et enfin, une fois qu'on a fait ça, mais pourquoi vous faites comme ça? Voilà. L'objectif, vraiment, c'est pour les évaluateurs et les auto-évaluateurs d'avoir une démarche réfléchie sur l'organisation, sur le fonctionnement. On bannit vraiment le parce qu'on a toujours fait comme ça. Voilà, ça fait 20 ans qu'on fait comme ça, donc on ne va pas changer les pratiques. Non, alors potentiellement, on n'a pas changé les pratiques depuis 20 ans, alors, il va falloir expliquer, mais potentiellement, mais pourquoi? Derrière, il y a une raison. Et derrière, c'est ça qu'on veut évaluer aussi dans ce référentiel. Voilà. De tout ça, de toutes ces méthodes que je vous ai un petit peu abordées, je voulais juste vous montrer très rapidement pour ceux qui ont le logiciel Qualitéval un petit peu comment on peut faire pour faire son auto-évaluation soit par chapitre, soit par thématique. On va le faire très rapidement parce que le temps presse pour après passer aux questions-réponses pour pouvoir aborder un petit peu ces thématiques-là. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà, l'écran effectivement donc de Qualitéval. Là, on est donc sur le tableau de bord pour réaliser votre auto-évaluation. Vous allez dans le module donc évaluation.
Là, vous voyez que mon évaluation, mon auto-évaluation est en cours. Je vais pouvoir aller donc dans le module, dans l'onglet évaluer pour pouvoir voir effectivement tout mon référentiel. Donc là, je suis sur une plateforme d'EHPAD, donc on voit que j'ai mes 153 critères, donc on voit bien que le logiciel a déjà filtré les critères pour lesquels je n'étais pas concernée. Et là-dessus, vous allez voir ici, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Qualitéval, finalement, a repris la structuration du référentiel HAS. Mais si vous vouliez donc là le faire par chapitre, concrètement, vous ouvrez le chapitre 1, vous allez voir les thématiques, les objectifs, et si on clique sur un objectif, vous avez le critère juste à droite qui apparaît. Et vous allez, comme ça, pouvoir balayer toutes les thématiques du chapitre. Si, à l'inverse, vous vouliez du coup travailler par thématique, vous voyez en dessous que vous avez la thématique bientraitance et éthique. Donc, vous allez pouvoir finalement coter et mettre tous les commentaires par rapport finalement à ce premier objectif et ce premier critère dans le chapitre 1. Vous voyez qu'il n'y a qu'un objectif dans le chapitre 1 sur la bientraitance et l'éthique. On ferme le chapitre 1, on va sur le chapitre 2. On voit qu'on n'a qu'un objectif, mais vous voyez ici, du coup, qu'il y a 4 critères qui apparaissent. Du coup, vous allez pouvoir, là, coter les 4 critères par rapport à cela. Et après, pareil, pour le chapitre 3, on a la partie bientraitance et éthique, et vous allez pouvoir retrouver vos 4 critères aussi. Voilà. Donc, concrètement, c'est aussi possible sur Qualitéval. Sur Sinae, vous allez aussi pouvoir le faire par thématique. Ça va être un petit peu moins fluide, mais c'est possible aussi. Donc, vraiment, c'est à vous d'utiliser, de trouver la bonne méthode parce que concrètement, les logiciels vous permettent d'avoir tous ces points-là. Je vais, peut-être m'arrêter ici pour qu'on puisse maintenant prendre un petit peu de temps par rapport aux questions-réponses et pour voir par rapport aux différentes méthodologies. Donc, comment on le réalise par chapitre, par thématique, si on le fait sur quelques jours, sur plusieurs années, comment vous allez, finalement, vouloir réaliser votre auto-évaluation. Donc, vous avez un petit sondage qui vient d'apparaître sur votre page. Et après, on va pouvoir passer du coup aux questions-réponses. Parfait. Écoute, je te remercie pour cette présentation très claire et très détaillée, Charlotte. C'était très bien comme d'habitude. Alors, pour l'instant, une seule question. Donc, n'hésitez pas à aller dans l'onglet questions pour compléter. On va pouvoir y répondre. Donc, première question de Monsieur Dupuis. Je vais l'afficher comme ça. Tout le monde va pouvoir la voir. Faut-il remplir Sinae avant l'évaluation externe ? Alors, c'est une question effectivement qui revient souvent. Sinae, c'est vraiment le logiciel, la plateforme pour les évaluateurs. Donc, eux, ils vont devoir réaliser l'évaluation sur Sinae. Eux, ils n'ont pas le choix. Vous avez le choix. Vous avez toutes les options qui sont possibles. Comme je vous ai dit, Sinae, logiciel qualité, voire même Excel. Vous n'êtes pas obligé de réaliser une auto-évaluation, même si on vous le recommandera toujours. À vous d'utiliser la meilleure méthode qui vous appartient. Donc, si vous la faites sur votre logiciel qualité, si vous la faites sur Qualitéval, il n'y a aucune problématique là-dessus. Et comme je vous disais, en plus, il y a plein d'avantages par rapport à ça, surtout l'interface avec le plan d'action qui est vraiment le point positif le plus important. Et après, quand vous allez être en phase d'évaluation, vous allez pouvoir transmettre votre rapport d'auto-évaluation de Qualitéval. Vous avez un onglet extraction du rapport que vous allez pouvoir transmettre aux évaluateurs. Donc là-dessus, vous n'avez pas besoin d'intégrer votre rapport d'auto-évaluation sur Sinae. S'il est sur Qualitéval, c'est tout à fait suffisant. Et même s'il est sur un fichier Excel, c'est suffisant parce que vous allez pouvoir le transférer finalement à l'évaluateur.
Parfait, je te remercie. Alors, comme petite prolongation de réponse sur cette question, une autre méthode, donc tu as évoqué bien évidemment la possibilité de sortir le rapport. On peut très bien aussi faire le choix de donner un accès temporaire aux évaluateurs sur le logiciel, hein, puisque au niveau de Qualitéval, vous pouvez ouvrir des accès et définir les droits d'accès. Donc, on peut très bien imaginer ouvrir un accès spécifique pendant la période d'évaluation aux évaluateurs ou en amont pour qu'ils puissent préparer leur visite, peut-être en limitant en lecture seule pour éviter qu'ils modifient des choses par erreur dans le logiciel notamment, mais ça peut leur permettre de consulter directement les éléments de preuve que vous avez intégrés au logiciel, donc ce qui peut permettre là aussi de faciliter les choses. Et ça pourra se prolonger lors de la visite, puisque bien évidemment, ça sera aussi un moyen de très rapidement avoir accès à vos éléments de preuve, critère par critère, et de pouvoir gagner du temps sur cette visite qui est en général un sprint plus qu'un marathon, puisque c'est très rapide. Et là aussi, Charlotte, je pense que tu pourras prolonger cette notion, mais c'est vrai que la visite se passe sur quelques jours et c'est assez dense. Oui, effectivement, c'est vrai que voilà, au niveau des évaluateurs, les évaluateurs vont rester peu de temps au sein de la structure. Ils ne connaissent pas votre structure. Alors, je dis ils parce qu'ils seront deux personnes habituellement. Ils vont rester en fonction de votre structure 2, 3, 4 jours. Ça reste toujours très peu pour comprendre tout un fonctionnement, toute une organisation. Et si en plus ils perdent du temps et vous perdez du temps dans la recherche des éléments de preuve, bah derrière vous allez avoir un rapport qui va être beaucoup moins riche. Donc c'est vrai que de leur donner accès au logiciel permet déjà aux évaluateurs d'avoir tout un tas d'informations en amont de la visite, mais même pendant la visite, pour derrière que ça soit effectivement beaucoup plus simple dans la recherche de ces éléments. Très bien. Bah, écoute, je te remercie pour ces précisions. Alors, a priori, pas d'autres questions pour le moment. Donc, voilà, vous avez eu le temps de poser vos questions. On va dire que la présentation était très complète et très claire. Et du coup, que ça n'a pas soulevé de questions. N'hésitez pas, bien évidemment, si vous en avez par la suite, à nous contacter par mail. Hein, on pourra toujours répondre à des questions spécifiques. Comme je l'ai indiqué au début de la présentation, on va vous transmettre le support par mail également là dans les prochains jours. Et comme d'habitude, vous retrouverez, si vous voulez revoir des éléments ou refaire un check sur des détails, vous retrouverez le replay de cette vidéo à la fois sur notre chaîne YouTube et à la fois dans le centre d'aide du logiciel Qualitéval. Voilà. Bon. Eh bien, écoute, je vais te laisser passer à la conclusion, je crois. Je vais vérifier dans le chat. Voilà, effectivement, donc c'était, je pense, assez détaillé. Une des remarques dans le chat, c'était que la personne regrette de ne pas avoir eu ce webinaire avant sa période d'évaluation. Effectivement, bon, on espère que ça pourra quand même bénéficier à tous ceux qui ont encore une évaluation à venir. Et puis sinon, ce sera pour la prochaine échéance d'évaluation dans 5 ans. C'est ça. Voilà. Du coup, effectivement, pour conclure, comme je vous disais, on n'a du coup pas d'obligation de réaliser telle ou telle méthode. Donc, vous avez la possibilité après de reprendre ce support et de réfléchir potentiellement en copie de qualité quelle est la meilleure méthode que vous allez pouvoir utiliser. Et un point aussi qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir tout à fait mixer ces méthodes-là. C'est-à-dire que rien ne vous oblige à respecter au départ ce qu'on a marqué stricto sensus, et notamment ce que je vous dis par exemple, que les critères impératifs, donc tous les critères impératifs sont vus en groupe de travail pluridisciplinaire. Quelle que soit la thématique, quel que soit le chapitre, finalement on décide de faire les 18 critères impératifs en groupe de travail. Et par exemple, l'accompagné traceur, donc le chapitre 1, parce que du coup il y a quand même un temps assez conséquent avec la personne accompagnée, celui-ci, plutôt que de voir la personne uniquement sur une thématique et donc de le voir que 5 ou 10 minutes par-ci, par-là, on va faire la méthodologie du chapitre 1, donc de l'accompagné traceur, selon la méthodologie HAS. Parce que c'est vrai que ce chapitre 1 est quand même un petit peu à part. Autant le chapitre 2 et le chapitre 3,
on est sur une méthodologie assez identique, autant le chapitre 1 est vraiment un chapitre à part entière. Donc celui-ci, moi je vous conseille sur ce chapitre 1 vraiment de le réaliser selon la méthodologie HAS. Donc on prend le chapitre 1, on voit toutes les questions qui doivent être vues avec les personnes accompagnées et après on rencontre les professionnels. En tout cas, quelle que soit la méthode ou les méthodes que vous allez réaliser, vraiment réaliser une auto-évaluation, c'est très important. On l'a fait que vous le répétez pendant ce webinaire, on vous le répétera et toutes les personnes que vous rencontrerez vous le répéteront. C'est vraiment un point important dans votre démarche d'amélioration continue et c'est vraiment un point important aussi pour comprendre les attendus de la HAS. De mon expérience aussi du coup d'accompagnement des établissements dans leur auto-évaluation ou la réalisation d'évaluation, ce qui est important aussi, c'est que cette auto-évaluation puisse être réalisée à distance de l'évaluation. Quand on a effectivement cette possibilité-là et ce luxe-là, c'est aussi intéressant et important de pouvoir la réaliser quelques mois, voire 1 an auparavant. Si on a la possibilité 1 an, je trouve que c'est quelque chose qui est important. Parce que derrière, si on fait l'auto-évaluation quelques semaines, juste quelques mois avant l'évaluation, ben derrière, au niveau de l'évaluation, vous n'aurez pas eu le temps de mettre en place le plan d'action. Donc, c'est vrai de pouvoir le proposer à distance et c'est un point qui est important. On vous conseille aussi de balayer toutes les thématiques et tous les critères. Alors oui, il y a des critères sur lesquels on sait, voilà, les 18 critères impératifs, on va passer un peu plus de temps dessus, mais quand même de pouvoir balayer tous les critères pour aussi voir sur quels critères vous êtes concerné. Parce qu'il y a peut-être des sujets sur lesquels vous ne vous sentez pas concerné et que pourtant la HAS vous a bien concerné. Donc ça permet aussi de pouvoir balayer tous ces attendus. On vous conseille aussi de rencontrer des usagers, de rencontrer des personnes accompagnées, parce que c'est vraiment aussi un point important dans ce référentiel et la HAS l'a répété à plusieurs fois, les accompagnés traceurs en évaluation vont augmenter, on va en avoir un peu plus que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Donc là-dessus, effectivement, c'est un point aussi qui est important. Et aussi, alors peut-être pas tous les professionnels, parce que comme on disait, c'est pas toujours facile de rencontrer tous les professionnels en auto-évaluation, mais vraiment une majorité de professionnels, parce que derrière, ça vraiment vous permet après d'avoir une vision collective sur ce qu'est la démarche qualité et de pouvoir œuvrer tous dans le même sens. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas réalisé du coup leur auto-évaluation, vous avez toutes les billes maintenant pour le faire. Comme on dit, il n'y a plus qu'à. Pour ceux qui sont en cours, en programmation, continuez, vous êtes sur le bon bout. Et pour ceux qui l'ont déjà réalisé, vous savez que ça se finit jamais, la démarche qualité, parce que c'est une démarche d'amélioration continue. Donc, c'est après aussi, suivez bien derrière le plan d'action que vous avez élaboré. Juste pour terminer, un dernier petit point qu'on voulait vous partager avec Antoine, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Le 9 octobre, la HAS a publié un document qui précise finalement le système de cotation. Parce que là-dessus aussi, vous savez, vous avez des cotations à mettre du coup pour chaque critère. Et du coup, par rapport à chaque critère, vous allez devoir mettre une note entre 1 et 4. Donc là-dessus, si on va sur le blog de Qualitéval, vous voyez effectivement en première page, voilà, la précision des échelles de cotation et en plus la HAS l'a fait par chapitre. C'est-à-dire que pour chaque chapitre, ils vous ont indiqué, donc que ce soit la rencontre avec les usagers, que ce soit la rencontre avec les professionnels ou la gouvernance, ils vous ont expliqué vraiment comment coter pour que vous puissiez coter de la même manière que les évaluateurs, pour qu'on ait tous ce même système de cotation et que dans notre conscience collective, un 4, que ce soit moi qui le mette, que ce soit Antoine, que ce soit vous, que ce soit vos collègues, le 4 soit identique, quel que soit l'évaluateur. Voilà.
Donc voilà, n'hésitez pas effectivement à aller aussi sur ce blog. Et derrière, on vous met les derniers documents qui sortent de la HAS, parce que là, effectivement, maintenant, on voit qu'ils commencent à augmenter leurs documents pour nous aider justement dans la réalisation de ces évaluations, mais aussi de ces auto-évaluations. C'est ça, il y a vraiment eu deux étapes, hein. Un premier bilan, et du coup, ils en ont tiré eux-mêmes les conclusions, et ils ont pu identifier les points qui étaient effectivement un petit peu flous pour peut-être les structures et pour mener l'auto-évaluation. Et c'est vrai que ça revenait souvent, hein, au niveau de nos clients, des remarques sur cette échelle de cotation qui était pas toujours bien comprise, ou parfois on hésitait entre deux notes depuis le 9 octobre, et n'hésitez pas à cliquer sur cette actualité pour voir le détail. Ça vous renvoie également vers le PDF complet de la HAS. Et en complément, bien évidemment, ces tableaux de précision, on est en train de les intégrer au logiciel Qualitéval, et normalement, à partir de la semaine prochaine, vous devriez les avoir directement intégrés dans votre interface du logiciel. J'en profite également pour vous donner une autre petite info en exclusivité. Il y aura également au niveau de tout ce qui est référence réglementaire des liens cliquables normalement dans les prochaines semaines, la courant du mois de novembre, ça devrait arriver. Vous aurez accès à l'intégralité des références réglementaires en un clic. On a intégré on est en train d'intégrer tous les liens correspondants. Voilà, on va revenir sur le support et pour vous indiquer donc notre prochain webinaire, puisqu'on arrive à la fin de ce webinaire-ci. Donc, rendez-vous le 26 novembre. De nouveau, ce sera Charlotte qui animera avec moi. Et cette fois-ci, on va parler d'instaurer une démarche QVCT durable. Voilà, donc Charlotte, tu pourras nous détailler tout ça dans un mois. Donc, rendez-vous à tous le mardi 26 novembre. On revient à notre horaire habituel de 11 heures. Là, c'était vraiment un cas exceptionnel ce mois-ci. Donc, mardi 26 novembre à 11 heures. Rendez-vous à tous. Vous pourrez vous inscrire à partir de la fin de semaine, là, dans quelques jours. Les inscriptions seront ouvertes, comme d'habitude, directement dans le centre d'aide du logiciel Qualitéval. Et puis, un petit peu plus tard, pour les personnes qui n'ont pas le logiciel, au travers de newsletter, vous retrouverez le lien, comme d'habitude. On vous remercie. Merci à toi, Charlotte, pour cette présentation très complète, très détaillée. Je l'ai déjà dit, je me répète. Merci à tous pour votre participation, vos échanges, vos remerciements aussi, parce que c'est vrai que dans le chat, c'est toujours très agréable d'avoir des retours positifs de l'audience. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des besoins au niveau, bien évidemment, du logiciel qualité. Je suis là pour vous répondre. Et puis sinon, mes collègues au niveau de la formation, du conseil, de l'accompagnement, pour pouvoir vous accompagner dans toute votre démarche qualité au niveau des structures. Voilà, on vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt. Merci à vous. Rendez-vous le prochain. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir.